Avant de commencer, bien sûr, je voudrais remercier Gérard Vincent de m'avoir contacté effectivement pour ce séminaire du graphe. Je ne connaissais pas le graphe, j'ai avoué mon ignorance, mais j'ai appris que c'était un cercle effectivement limité, mais certainement très influent. Et en tous les cas, un cercle de réflexion, et c'est vrai que ça m'a semblé très intéressant de venir échanger avec vous au sujet de la prévention. Puis je voudrais remercier Raphaël Iven avec qui j'ai préparé ce séminaire. On a préparé pour vous ce séminaire et je voudrais vraiment le remercier publiquement parce que c'est extrêmement agréable de travailler avec lui. Et bien qu'il soit dans le cœur de la chaudière, hein, puisqu'il est à la DGOS et directeur de cabinet de la directrice de la DGOS, donc c'est vraiment le cœur de la chaudière où il fait toujours 150 degrés en permanence. Il prend son temps, on peut discuter, c'est vraiment très agréable. Et puis, je voudrais vous remercier tous d'avoir accepté de venir parler de prévention et, comme je vais le dire tout de suite, parler de prévention pour des hospitaliers, c'est à peu près comme demander à des bouchers de parler des véganes. C'est-à-dire qu'il y a une antinomie et que je vous ai mis ici dans ces petits pictogrammes qui ont été faits par les Canadiens, c'est que, bien évidemment, la prévention cherche à diminuer le recours à l'hospitalisation, par définition. Ça sert à éviter qu'il y ait des gens malades. Et donc, effectivement, pour des hospitaliers, il y a un paradoxe qui vous paraît évidemment ne pas exister, je suis certain. D'ailleurs, vous êtes ici, c'est bien que ça vous intéresse. Mais moi, qui me semble assez profond. Et ce paradoxe-là, il me semble qu'il faudra le lever d'une façon ou d'une autre. Et que si on ne le lève pas, et le président de la République, le 19 septembre, a donné des pistes pour le lever, me semble-t-il, et même s'il n'y a pas prévention dans Ma Santé 2022, en filigrane, il y a quand même beaucoup de transformations assez profondes du système qui vont vers des modifications très, très importantes. Voilà, et donc on a choisi comme titre avec Raphaël Iven ce titre-là que je vous propose. Pourquoi imaginer un système de santé axé sur la prévention? En fait, qu'est-ce qui nous pousserait à modifier le système de santé? Alors, qu'est-ce qui nous pousse? En fait, il y a d'abord des personnalités qui nous poussent à changer de système. Et on était convoqué à l'Élysée le 19 septembre. Il y a la plus haute personnalité de l'État qui nous pousse sérieusement à changer de système. Et la ministre de la Santé avait commencé le 11 décembre, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet article dans Libération le 11 décembre dernier, où elle disait, pour l'hôpital, nous sommes arrivés au bout d'un système. Et elle déclinait effectivement le fait que le système que nous connaissons, dans lequel nous avons tous été élevés, tant les gestionnaires que les médecins, en fait, ce système allait devoir évoluer. Et ce que je voudrais voir avec vous ce soir, c'est pourquoi cette évolution, pourquoi moi elle me semble complètement inéluctable, ou alors il faudra vraiment changer de système et aller dans un autre système dont je pense nous ne voulons ni les uns ni les autres. Et en fait, si nous voulons conserver un certain nombre de caractéristiques de notre système de santé, évidemment, qui doit évoluer vers d'autres caractéristiques, et ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc effectivement, moi, cet article dans Libération m'avait vraiment frappé, et je m'étais dit quand même, une ministre de la Santé qui dit ça, et elle était en train de finaliser la stratégie nationale de santé qui allait être publiée quelques semaines, enfin quelques jours plus tard, parce qu'elle a été publiée le 31 décembre au journal officiel. Effectivement, ça me semblait vraiment un acte très fort d'indication d'un changement de système. Alors, un autre nous pousse, et nous pousse déjà depuis un certain temps à évoluer dans notre système de santé, en tous les cas à avoir une réflexion. Et je vous invite tous, je pense que vous l'avez fait, mais à lire le discours du président de la République du 19 septembre, qui est dans le premier quart d'heure, les premières 20 minutes, qui est un cours de santé publique, honnêtement, comme j'ai peu entendu de la part d'un politique. C'est-à-dire, ça reprend
Son discours reprend les éléments de notre système de santé, les points de pression, et donc l'évolution vers laquelle il veut engager le système, puisqu'en fait le président de la République a parlé dans son discours de redessiner le système de santé pour les 50 ans qui viennent. Il n'a pas parlé d'une réforme de santé qui allait durer de 3 ans, et on parlait de la mesure des effets de cette transformation. C'est sûr que c'est des modifications qui se mesurent probablement à 10, 15 ans. Donc on est probablement parti pour une évolution assez importante. Et en fait, le président de la République a dit des mots forts que j'ai essayé de vous mettre ici. Il a dit, premièrement, sur le diagnostic du système essentiellement hospitalier, puisqu'il parlait essentiellement du système hospitalier, il a dit « cette course à l'activité est devenue folle ». J'ai pris le verbatim de son discours exprès pour ne pas interpréter. Tout notre système y incite parce qu'elle fait perdre le cap de la qualité. Cette situation, à cet égard, absurde. Quand vous avez un président de la République qui vous dit, le système dans lequel nous vivons est une course folle à l'activité, et deuxièmement, le système est absurde, il me semble que, et d'ailleurs on était à côté, me semble-t-il, les gens se sont regardés en se disant, mais qu'est-ce qu'on nous dit, quoi ? Le système dans lequel nous travaillons est fou, et deuxièmement absurde. Premier point de diagnostic. Et deuxième point, il a rappelé, et cette phrase, moi m'a marqué, parce que je ne l'avais jamais vue comme ça, mais quand il l'a citée, je me suis dit, je suis allé revoir, et il a dit, en fait, devant les engagements que j'avais pris devant notre pays, c'était d'appeler à la révolution de la prévention. Et il a employé le terme révolution. Donc quand vous êtes à un endroit qui ne se prête pas beaucoup à la révolution, c'est-à-dire sous les ordres de la République, et que le président de la République vous dit « moi j'ai appelé à la révolution », j'ai regardé dans la salle pour savoir où se trouvaient les révolutionnaires. Et j'étais quand même un tout petit peu inquiet parce qu'il me semblait qu'il y avait plus de conservateurs que de révolutionnaires dans la salle. Et donc ce que je voudrais essayer de vous convaincre, c'est de faire la révolution avec nous, cette révolution à laquelle il nous appelle, qui est la révolution de la prévention. Et en fait, il fait le diagnostic, il a fait le diagnostic en disant, face à ce constat, donc d'une course folle à l'activité et d'un système absurde, il dit en fait, je veux un système qui doit mieux prévenir, être centré sur le patient et centré sur la qualité des soins. Donc il a indiqué en fait 3 directions de l'évolution du système de santé: la prévention, un système centré sur le patient, et un système centré sur la qualité ou l'efficience ou un certain nombre de termes comme ça. Et dernière citation qui me semble importante parce que c'est quand même me semble-t-il des balises qu'on peut utiliser les uns et les autres pour cette évolution. Et il a dit, en fait, ce qu'il faut, c'est mieux prévenir d'abord, comme je l'évoquais, en citant ce paradoxe français, et il a dit, en fait, le système français est un système qui soigne bien, mais prévient mal. Et en fait, ce qu'il y avait derrière, c'était cette évolution d'aller vers un système, alors, bien évidemment, pas qui soigne moins mal, moins bien, je veux dire, mais en tous les cas, qui prévienne mieux. Ce qui sous-tendait, et ce qu'on sait tous, et d'ailleurs, je pense qu'on va commencer à le vivre assez vite, c'est qu'en fait, il va y avoir des arbitrages. Parce que si vous allez dans cette évolution, alors ce n'est pas politiquement correct ce que je dis probablement, mais probablement qu'il va falloir faire des arbitrages, et des arbitrages entre soins et prévention. Probablement qu'à un moment, il va falloir aller là-dedans, et c'est ce que je voudrais aller voir avec vous. Et en fait, il a beaucoup, moi, ce qui m'a frappé aussi, je ne sais pas l'avis de ceux qui y étaient ou ceux qui ont lu son discours, c'est qu'il a fait beaucoup référence au système étranger, européen, mais étranger. Et comme système étranger, bien évidemment, il parlait des pays d'Europe du Nord. Et d'ailleurs, il l'a cité dans son discours. Et voilà, peut-être que là, on a des pistes. Alors, vous le savez comme moi, parce que vous l'avez vécu entre le mois de janvier et avril
2017, en fait, la prévention s'est invitée dans la campagne électorale. À tel point que ça a fait l'objet d'un article dans le Lancet et un autre dans le British Medical Journal, qui sont des journaux de médecine, alors vraiment des journaux de médecine pour médecins. Hein. Et en fait, il y a eu un article, et je vous l'ai mis ici, et y compris les étrangers, hein, puisque le New York Times en a parlé aussi, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces Français? Pour la première fois, on parle de prévention dans une campagne électorale, et des candidats prennent une option sur la prévention. Et il cite l'actuel président de la République en disant « ça a été lui le leader qui a amené la question de la prévention dans la campagne électorale », et d'ailleurs qui a été repris par pratiquement tous les autres candidats qui ont mené aussi la discussion de la prévention. Et dans le Lancet, bien sûr, il y a cet exemple qu'on est en train tous de vivre, hein, en tous les cas dans les facultés de médecine en ce moment, qui est le service sanitaire, où il a indiqué pendant la campagne qu'il allait mettre en place un service sanitaire qui consiste quoi? Simplement à mettre 50 000 personnes, c'est-à-dire 10 000 équivalents temps plein, qui vont aller faire de la prévention dans les établissements scolaires. On n'a jamais vécu ça. Enfin, pour tous ceux qui font de la prévention au quotidien, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire que de voir 50 000 professionnels de santé par an qui vont aller faire une action de prévention dans les écoles. Et donc, voilà, je vous ai mis cet extrait de cet article dans le Lancet. Et il y a eu à peu près la même chose dans le BMJ. Donc on voit bien que ce virage de la prévention, en fait, c'est un acte politique, mais qui repose effectivement sur une analyse de notre système, qui a aussi des composantes importantes, y compris des composantes économiques. Alors si on analyse, et c'est ce qu'a rappelé le président de la République dans son allocution, en fait, le système de santé, mais vous le savez, le système de santé français est soumis actuellement à 4 pressions extrêmement fortes, dont personne ne sait d'ailleurs comment on va s'en sortir. Parce que pour l'instant, toutes les projections qu'on peut avoir sont toutes catastrophiques, puisque la dernière projection de l'OCDE, qui date de quelques mois, est le système qui ne tient pas au-delà des 7 ans qui viennent. C'est-à-dire que le système français est un des premiers à exploser. Il explose à 7 ans. Les autres ont à peu près 10 ans d'espérance de vie. Toutes les projections montrent ça. Alors, quelles sont ces 4 pressions, en fait, qui obligent à reconsidérer notre système et à y introduire de la prévention? Première pression dont je pense on n'a pas mesuré à quel point elle est spécifique de la France. C'est l'évolution démographique pour les années qui viennent. Vous savez que toutes les projections démographiques sont connues pour les 30 ans qui viennent. On sait à très peu de choses près ce qui va se passer dans les 30 ans qui viennent. Et la France est le seul pays d'Europe, en tous les cas d'Europe de l'Ouest, dans lequel la progression de la population va être extrêmement importante encore pendant une vingtaine d'années, à peu près 25 ans. Je vous ai marqué ici, excusez-moi, ce n'est pas très visible, mais c'était pour essayer de résumer sur une diapositive. On est à peu près 66 millions de personnes. On devrait être à l'horizon 2030-2040 73 millions d'habitants, donc plus 13 millions. Et simplement, je vous ai marqué ici, je suis désolé, je n'ai pas de pointeur, donc je le montre comme ça. Vous voyez que la progression de la population ne se fait qu'avec des personnes de plus de 65 ans. C'est-à-dire que ces plus 13 millions, ce ne sont que des personnes de plus de 65 ans, et d'ailleurs essentiellement des personnes de plus de 80 ans. Puisque vous savez que dans les 20 ou 30 ans qui viennent, le nombre de centenaires va quintupler, le nombre d'octogénaires va tripler, et le nombre de personnes de plus de 65 ans va doubler. Donc c'est un changement démographique dont on n'a pas mesuré encore, me semble-t-il, les conséquences du quotidien, Et étant donné nos performances, dont je vais vous reparler dans un moment, de notre système de santé, c'est forcément catastrophique si on ne change pas assez radicalement les choses.
Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et c'est le deuxième point, je vous ai mis le cancer, je suis cancérologue d'origine, donc excusez-moi de prendre le cancer, de prendre ma spécialité comme exemple, c'est qu'en fait, l'incidence des pathologies n'arrête pas d'augmenter, alors que la mortalité, elle, est stable dans pratiquement toutes les pathologies chroniques. Et donc la prévalence, vous savez que l'épidémiologie c'est un problème de baignoire et de robinet, donc vous avez un robinet qui est ouvert et vous avez bouché l'évacuation. Bien évidemment, la prévalence des maladies chroniques n'arrête pas d'augmenter et on est sur un rythme actuellement infernal puisqu'on est autour de 2,5% par an d'augmentation des maladies chroniques. Donc je vous ai mis le cancer, mais vous prenez toutes les maladies chroniques, c'est pareil. Pourquoi? Parce que notre système de soins, pas notre système de santé, notre système de soins est très performant et effectivement maintient en vie, prenons les insuffisants rénaux, qui est un cas d'école pour lesquels les Anglais ont fait un autre choix, les insuffisants rénaux chroniques, vous pouvez tenir extrêmement longtemps un insuffisant rénal chronique avec un système de dialyse qui marche très bien, les taxis viennent vous prendre, etc. etc. Je ne vous raconte pas. Deuxième pression, la pression financière. La France est le troisième pays de l'OCDE en termes de part du PIB consacré à la santé. Autant dire qu'on n'a plus de marge. C'est-à-dire qu'on peut augmenter peut-être de quelques pourcents de notre PIB encore pour aller... On a fait, à un moment, on était quasiment à 12, on est un peu redescendu d'ailleurs comme beaucoup de pays. Et vous voyez que ces dépenses de santé, là, la France est ici. Et je vous ai mis ici en vert à côté la Suède. Et vous voyez que la Suède, je ne vous explique pas pourquoi, je fais un tout petit peu de teasing, et la Suède, elle est cinquième, mais à peu près, consacre à peu près la même part de son PIB au système de santé. C'est une pression très forte. C'est-à-dire que globalement, il n'y aura pas plus d'argent, vous le savez comme moi, il n'y aura pas plus d'argent pour la santé dans les années qui viennent. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on est au taquet de ce qu'on peut faire. Seuls les Suisses nous dépassent, et bien sûr les États-Unis, mais le modèle est tellement différent que on ne peut pas transposer. Troisième pression, on a des indicateurs qui sont extrêmement péjoratifs. Alors certes, quand vous regardez l'espérance de vie globale, on est, et notamment les femmes sont vice-record women du monde en termes d'espérance de vie, mais quand vous regardez des indicateurs plus spécifiques, et je vous ai mis ici la mortalité prématurée évitable, c'est-à-dire la mortalité avant 65 ans évitable, c'est-à-dire en lien avec des facteurs de risque connus, vous voyez que la France est le plus mauvais élève de tous les pays de l'OCDE et ici des pays européens. Vous voyez que la France est ici, avec une mortalité évitable prématurée qui est la plus élevée de tous les pays européens, et d'ailleurs la plus inéquitable, puisque c'est bien évidemment chez les plus défavorisés qu'elle est encore plus augmentée. Et vous voyez que le meilleur élève d'Europe, c'est la Suède. La Suède est des établissements européens, des pays européens, le pays qui a la mortalité prématurée évitable qui est la plus faible de tous les pays européens. C'est-à-dire qu'avec un budget qui est quasiment le même en termes de proportion du PIB, des pays ont fait d'autres choix. Et des systèmes de santé ont fait d'autres choix qui aboutissent à d'autres résultats. Et la Suède, de ce point de vue-là, est un bon exemple. Et puis, on a une autre pression qui heureusement, ne se sait pas. Heureusement que ça... Enfin, moi je me dis, enfin, pas tous les jours, parce que je ne pense pas qu'à ça non plus, mais quand même, on est dans un pays où entre le vingtile le plus faible ici et le vingtile, c'est-à-dire 5%, 5% de la population en termes de revenus les plus faibles, et les 5% les plus élevés, on a 13 ans d'espérance de vie de différence. Chose qui n'arrête pas d'augmenter d'année en année. C'est-à-dire on est le pays dans lequel le gradient d'espérance de vie est le plus important. C'est-à-dire que les inégalités sociales de santé sont les plus marquées. Et ça, là encore, je ne fais pas de politique, je fais un tout petit peu de santé publique. Faire partir, par exemple, au même âge à la retraite tout le monde, me semble-t-il, pose un
problème d'équité qui, heureusement, pour l'instant, n'est pas soulevé. Mais enfin, imaginez que ces chiffres soient plus utilisés qu'ils ne le sont actuellement parce que c'est assez confidentiel. Bon, voilà, je pense que là, on aurait un vrai problème de cohésion de notre population en termes d'objectifs du système de santé. Donc en fait, on a 4 pressions très importantes. Une pression en termes de croissance démographique, une pression épidémiologique, une pression financière, des indicateurs qui sont plutôt péjoratifs sur notamment tout ce qui est évitable, et une pression sociétale en termes d'inégalité. J'aurais pu prendre d'autres indicateurs d'inégalité et on aurait eu les mêmes résultats. Alors, pour essayer d'avancer un peu, on essaye de se comparer aux autres pays. Et il me semble un peu... Je vous ai mis ici une publication du mois dernier, je crois, du Forum économique mondial qui compare tous les pays en termes de performance économique. Pas du tout de santé, hein, pas du tout de santé. Et si vous regardez la France, en fait, son meilleur classement, c'est sur la santé. Par rapport à l'innovation, par rapport... ici, vous avez les infrastructures, on est 8e, vous avez les institutions, 23e, etc. C'est-à-dire qu'en fait, le Forum économique mondial considère que la santé est une donnée de la compétitivité d'un pays. Et donc, ça consiste à considérer que la santé, en fait, est un capital. D'ailleurs, on l'appelle le capital humain. Et dès lors, on change de système, c'est-à-dire que la santé n'est plus un coût, la santé devient un capital. Et ça, c'est les économistes qui sont en train d'engager, mais il y a d'autres économistes dans la salle qui, je pense, interviendront s'ils ne sont pas d'accord. Et en tous les cas, cette approche, me semble-t-il, des économistes est intéressante parce qu'on a là une prise pour dire, effectivement, ce capital, il faut peut-être en faire quelque chose. Une autre donnée intéressante, toute récente aussi, me semble-t-il, c'est le sondage que vous avez, je pense, vu, qui a été d'Ipsos, qui a été fait pour le CHAM, qui a été présenté à Chamonix il y a quelques semaines maintenant, où en fait, il y a eu un sondage pour essayer de voir comment les différents pays considéraient leur système de santé. Et ce qui est frappant, c'est que globalement, à peu près tous les pays considèrent que leur système de santé se détériore. Très peu de citoyens considèrent que le système s'est amélioré, 19% en France. Il n'y a pas tous les pays, là, il y a un extrait de quelques pays. Et donc, on voit bien que en fait, l'ensemble des pays se posent des questions sur l'avenir de leur système de santé. Et donc, il y a une réflexion qui n'est pas simplement française, mais d'un certain nombre de pays, et qui est ressentie comme telle par les citoyens, avec le sentiment d'une dégradation de leur système de santé, si ce n'est que la France, avec les Pays-Bas, est le pays dans lequel les citoyens, nos compatriotes, considèrent que le système s'est le plus dégradé ces dernières années. Et si on essaye d'avancer un petit peu, on a posé la question, mais vers quel système voudriez-vous aller? Ou quel système considérez-vous comme le meilleur système? Et, pas l'unanimité, mais vous voyez vraiment un nombre très important, 56% au total, 36% en premier, c'est le système suédois qui apparaît pour tous les citoyens européens interrogés. Il y a plus de 1000 personnes qui ont été interrogées par Ipsos, donc on peut considérer que c'est un sondage à peu près correct. Pour tous ces citoyens européens, c'est le système suédois qui apparaît comme le meilleur système. Alors moi, ça m'a beaucoup interrogé, ce résultat. Je me suis dit, mais comment d'abord les citoyens européens savent que ce qui se passe en Suède? Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe en Suède. Comment est-ce qu'on peut intégrer cette donnée-là? Alors, toujours dans cette communication, mais c'est des chiffres qui sont connus, je vous ai mis ici, en fait, la comparaison d'un certain nombre de pays européens avec la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède.
première donnée qu'on peut voir, c'est l'espérance de vie en bonne santé des femmes à 65 ans. C'est-à-dire le pourcentage de femmes qui vont arriver en bonne santé à 65 ans. Il y a moins d'une Française sur deux qui arrive en bonne santé à 65 ans. Et vous avez 78%, 77% des Suédoises qui arrivent en bonne santé à 65 ans. Et là, vous vous dites, quand même, il y a probablement une différence entre nos systèmes de santé pour que le résultat... Alors, c'est peut-être les fjords ou je ne sais pas quoi qui sont en cause, ou le saumon suédois, je ne suis pas sûr qu'ils en fassent, d'ailleurs, c'est plus les Norvégiens. Enfin bon, bref, ou d'être près du Grand Nord qui conserve en bonne santé. Mais, alors, vous regardez les hommes, hein, ici, ce sont les hommes, et vous avez le même chiffre, à peu près, moins d'un homme sur deux va arriver en bonne santé à 65 ans, et près de 80% des Suédois. Vous voyez tout de suite que le poids sur le système de santé n'est effectivement pas du tout le même. Alors si on avance un peu, ici, je vous ai mis... Mais comment est organisé le système? Est-ce que c'est le même système que nous? Alors, vous êtes tous hospitaliers, donc je vais être très modéré dans mes constats, mais effectivement, la France consacre 41% de ses dépenses de santé, des DCS, à l'hospitalisation, la Suède uniquement 33%, et la France consacre 23% aux dépenses de ville, et la Suède, 43% de ses dépenses aux dépenses de ville. Là encore, il y a des choix qui ont été faits dans l'organisation du système qui amènent... Alors, est-ce que c'est ça qui amène à des résultats différents en termes d'espérance de vie en bonne santé? J'en sais rien. Alors, on se dit, mais peut-être que c'est organisé différemment, mais il y a quand même plus de lits, etc. Et là, vous avez... On ne voit pas le libellé, mais là, c'est le nombre de lits pour 100 000 habitants et je ne sais plus quoi. Donc la France, 6, Allemagne, 8 et Suède, 2,3. Et donc vous avez un système, en fait, qui produit bien plus de gens en bonne santé et qui est beaucoup moins axé sur l'hospitalisation que le système français. Alors, autre donnée, qu'en est-il des dépenses de prévention entre tous ces pays? Alors, vous l'avez ici en haut. La France, c'est 1,8% des DCS consacrés à la prévention. Allemagne, 3%. Pays-Bas, 3,6%. Suède, 3%. Donc là encore, des choix budgétaires qui ont été assez différents. Et si vous regardez les résultats en termes de performance, en termes de prévention, ça, c'est les fumeurs quotidiens, France 22, Suède, la moitié, 11% de fumeurs quotidiens. Et là, c'est la couverture pour la rougeole, en dessous. 90%, la France est en dessous de 90%. On considère actuellement que pour éviter, c'est 90% au moins, il faudrait au moins avoir 90% pour contrôler les épidémies, ce qui n'est pas le cas. Et la Suède, 97% de taux de couverture vaccinale. Donc là encore, des choix budgétaires qui ont été différents et des résultats qui sont sensiblement différents en termes d'espérance de vie en bonne santé et en termes de résultats sur, par exemple, le taux de fumeurs, la couverture vaccinale et d'autres, puisqu'en fait, il y a tout un tas d'indicateurs qui vont dans le même sens. Alors on peut se dire, oui, mais qu'en est-il? C'est peut-être que ces gens-là, enfin l'utilisation est différente, et je vous ai mis l'évolution de la consommation de médicaments ces dernières années de ces pays-là, hein, des pays globalement, enfin de ces pays-là, et c'est un rapport qui vient de sortir. Ah, excusez-moi, j'ai coupé je ne me souviens plus, mais ça vient de sortir très très récemment ces jours-ci. Et vous voyez que la Suède est le pays dans lequel la consommation de médicaments, en termes de coûts par habitant, est la plus faible. La France n'ayant d'ailleurs pas le record, hein, la France est ici
La Suède est ici, et bien sûr, ce sont les États-Unis qui dépensent le plus en médicaments. Donc là encore, des systèmes très différents, très contrastés en termes de dépenses, en termes d'organisation de la ville, en termes d'organisation de l'hôpital. Alors, le Haut Conseil de la santé publique, en fait, a été confronté à ces données, et on a beaucoup travaillé là-dessus, parce que la ministre de la Santé nous a dit, alors là j'ai mis 17 mai pour être gentil, mais en fait c'était pas le 17 mai, c'est arrivé je crois le 15 juin ou le 20 juin, je me souviens plus Zeyna, mais il me semble que c'est ça. Et la ministre nous a dit, voilà, pour préparer la stratégie nationale de santé, j'aimerais que vous fassiez l'analyse préalable de l'état de santé de la population, que vous fassiez l'analyse des déterminants de ces états de santé, et des stratégies d'action envisageables pour préparer la stratégie nationale de santé. Alors bien sûr, le Haut Conseil a dit oui dans les discussions, et on a dit, comme on dit d'habitude, c'est-à-dire que l'année prochaine, ça ne devrait pas poser de problème pour vous rendre le rapport. Et là, moi je me souviens, quand on m'a répondu ça, on dit, non, vous n'avez pas bien compris, il nous faudrait pour le 30 juillet, il faudrait que vous livriez ça pour le 30 juillet. Et il faut absolument qu'on ait des pistes parce que l'objectif, c'est de publier la stratégie nationale de santé fin décembre 2017. Donc, avec Zeyna, qui est la vice-présidente du Haut Conseil, qui est dans cette salle, on s'est dit, mais comment allons-nous faire? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et en fait, on a fait non pas une analyse épidémiologique, on n'a pas tout repris les données, et en fait, on a fait une analyse stratégique, c'est-à-dire, on s'est dit, en fait, c'est quoi les grands enjeux, les grandes menaces pour le système de santé français? Et on a fait travailler tout le Haut Conseil de la santé publique, il y a 77 experts au sein du Haut Conseil, organisés en commission, et on leur a dit, voilà, c'est quoi les grands enjeux? Alors, premier enjeu, alors on ne l'a pas classé par ordre d'importance, mais premier enjeu, c'est l'exposition qu'on a vue, c'est l'augmentation de l'exposition aux polluants et aux toxiques. Et il me semble qu'avec un tout petit peu de recul, puisque maintenant on est presque à 1 an et demi de recul, je n'ai pas l'impression qu'on se soit beaucoup trompé. Les données n'arrêtent pas de sortir sur les risques de l'augmentation de l'exposition. Nous-mêmes, on a travaillé dessus. Santé publique France a estimé à 48 000 décès par an anticiper le fait d'être exposé à des toxiques et des polluants. Le Sénat a fait une estimation financière, je ne sais pas bien ce que ça vaut exactement, mais qui serait autour de 100 milliards, mais ça me semble vraiment beaucoup. Mais en tous les cas, on commence à avoir des estimations en termes de coût, d'un coût qui est probablement assez considérable. Et c'est aussi bien la pollution atmosphérique que les perturbateurs endocriniens, et d'ailleurs il y a un plan maintenant perturbateurs endocriniens qui est en train de sortir, que l'évaluation des conséquences du réchauffement climatique sur lequel le Haut Conseil avait travaillé auparavant. Et les estimations qu'on a faites en termes de santé sont assez inquiétantes sur l'évolution du climat. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls. Le Lancet, et donc les Anglais, ont lancé une commission sur ces sujets-là et sont arrivés à peu près aux mêmes conclusions et disent que 50% des BPCO en fait, seraient liés à une exposition à des polluants ou des toxiques. Les cancers du poumon, plus de 40%. Les maladies cardiaques ischémiques, les maladies cardiovasculaires, etc. Donc on commence à avoir une estimation, y compris épidémiologique, de ces expositions environnementales qu'on a estimées comme être une des 4 menaces sur notre système de santé. La deuxième menace qu'on a identifiée, c'est les risques d'exposition aux risques infectieux. Et en fait, la commission des maladies infectieuses chez nous au Conseil n'arrête pas d'ailleurs, puis il y a des infectiologues dans la salle, n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme en disant on est face à quelque chose qui peut s'annoncer catastrophique, parce qu'en fait, il y a au moins 2 éléments extrêmement importants. Un, la montée de l'antibiorésistance, et on en parle ces jours-ci, hier, si je me souviens bien, c'est revenu sur le devant de la scène. Il est probable que cette montée de l'antibiorésistance est un risque extrêmement important pour les populations. Je vous ai mis 2 citations du directeur du CDC d'Atlanta américain et David Cameron en 2014.
Et le directeur du CDC a dit nous risquons de revenir à un monde pré-antibiotique. Et David Cameron dit en fait on risque de revenir au Moyen Âge de la médecine si on ne fait rien contre l'antibiorésistance. Donc un risque extrêmement important que cette antibiorésistance. Et bien sûr la couverture vaccinale, deuxième volet de ce risque infectieux. Avec, là, c'est la couverture pour la rougeole. Et ici, la France. Ici, il me semble que c'est la Suède. Et là encore, deux pays très contrastés qui ont, vis-à-vis de la prévention, y compris des maladies infectieuses, une position assez différente. Et on peut prendre les autres vaccinations, c'est la même chose. Vous prenez HPV, c'est pareil. Vous prenez un certain nombre d'autres vaccins, on a la même chose. Donc en fait, on a tiré la sonnette d'alarme sur ces deux aspects-là de l'exposition au risque infectieux. Troisième menace pour notre système de santé qu'on a identifié, on en a parlé tout à l'heure, c'est le rythme d'augmentation de la prévalence des maladies chroniques. On est autour de 15 millions, on a actuellement à peu près 15 millions de personnes porteuses de maladies chroniques en France. On pense qu'on va passer la barre des 20 millions dans les 5 moins de 10 ans qui viennent. Et vous voyez, là, c'est les chiffres de la sécurité, enfin de l'assurance maladie. Ça, c'est le rythme d'évolution des principales, je ne vous ai pas mis les cancers, des maladies, des principales maladies chroniques. Vous voyez qu'on a en 5 ans des taux d'augmentation de 20%, 11%, 10%, 13%, qui fait dire que le rythme d'augmentation est autour de 2,5% par an en ce moment en termes de maladies chroniques. Autant dire que la capacité de notre système de santé à absorber cette augmentation des maladies chroniques dont on ne voit pas bien pourquoi elle s'arrêterait, la capacité de notre système de santé doit vraiment être interrogée pour les quelques années qui viennent. Et puis, quatrième menace qu'on a identifiée, on a identifié le système de santé comme une menace en lui-même. C'est-à-dire qu'il nous a semblé que, d'abord, le système de santé était une des composantes de la santé de la population. C'est-à-dire, ou alors ça ne sert à rien de faire un système de santé. Le système de santé, en fait, contribuait à la santé. Donc, il devait être interrogé en tant que tel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il amène en termes de santé ? Et est-ce qu'il est surtout adapté à l'évolution des pathologies ? Et le président de la République, alors c'est pas moi, il fait le boulot, a dit clairement, on a un système de santé en fait qui est désadapté, qui a été conçu pour les maladies aiguës et qui en fait peine à trouver sa place dans la prise en charge des maladies chroniques et notamment de l'augmentation des maladies chroniques. Et puis je vous ai mis un élément de réflexion pour tous les hospitaliers. J'aime bien ce schéma. En général, ça provoque toujours des réactions chez les hospitaliers. Vous avez ici l'augmentation de la population et là l'augmentation du recours aux services d'urgence. Voilà. Bon, c'est probablement normal, c'est-à-dire qu'il y a probablement de plus en plus d'urgences. Il faudrait vraiment en être tout à fait sûr pour considérer que ce schéma est tout à fait normal et ne rentre pas dans le cadre d'une évolution pas tout à fait maîtrisée de notre système. J'essaye de prendre le maximum de gants. Dans d'autres instances, j'en prends beaucoup moins. Alors, on a, dans ce premier document qu'on a fait, donc, qui est la préparation de la stratégie nationale de santé, en fait, je vous ai mis ce qu'on a écrit avec Zeina dans l'introduction. On dit, en fait, ces 4 menaces, qui nous semblent être les menaces essentielles, en fait, elles sont toutes accessibles à la prévention. Et en fait, on ne peut s'attaquer à ces 4 menaces que par une politique de prévention ambitieuse qu'on a proposé d'être massive et surtout on a proposé qu'elle soit complètement intégrative, c'est-à-dire qu'elle soit complètement intégrée au système de soins. Et ne pas en faire un objet à part, non identifié, qui serait en lévitation, on ne sait pas où, mais complètement intégrative et d'avoir une évolution. Alors là aussi, on se fait beaucoup d'ennemis en disant ça, d'arrêter d'avoir une évolution par pathologie, d'une approche des problèmes par pathologie, mais d'avoir une résolution des problèmes par les déterminants. Alors, je suis cancérologue, vous imaginez quand je suis revenu, dans mon établissement, qui est un établissement de cancérologie, mais bon,
on peut s'expliquer, mais je pense que je suis complètement grillé auprès des cancérologues qui ont compris qu'a priori, même s'ils essayent de beaucoup s'agiter en ce moment, il n'y aurait pas de plan cancer après celui-là. Mais il n'y aura probablement pas, je ne sais pas si tout le monde va tenir, il n'y aura probablement pas de plan maladie rare, comme il n'y aura pas de plan... enfin, si, en tous les cas, on tient ce cap, on devrait voir disparaître les plans par pathologie pour avoir des plans par déterminant. Il y a un plan addiction qui devrait sortir bientôt. Je crois qu'il n'est toujours pas sorti, celui de la Mildeca, mais ça ne devrait pas traîner. Il y a un plan tabac qui est très fort. Et puis, d'avoir une approche comme ça par déterminant plutôt qu'une approche par pathologie. C'est un changement radical de l'approche du pilotage du système de santé. Si vous n'approchez plus par pathologie, il y a une partie des gens qui vont être perdus parce que leur existence tient aux pathologies et pas du tout aux déterminants. Ce n'est pas du tout une approche auquel, y compris les médecins, sont habitués. Je passe un tout petit peu de temps pour essayer de faire du prosélytisme autour de cette question parce que ça me semble vraiment important de voir si ça va continuer à avancer. Et on a proposé que ça se déroule tout au long de la vie, que cette approche par déterminant soit en fait une approche linéaire tout au long de la vie, et que ça infuse l'ensemble des politiques de santé. C'est ce qu'on appelle le concept de Health in All Policies, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les politiques s'inquiètent de la santé. Donc on a proposé ça au mois de juillet, juillet-août, avec toutes les discussions pendant les vacances. Donc, effectivement, on est un certain nombre à pas avoir vu beaucoup la mer, mais pas simplement nous, y compris au ministère, pendant le mois d'août. Et en fait, il nous a semblé que, dernière composante de l'approche par déterminant, il fallait voir les évolutions du système de santé comme un déterminant de la santé. Et que, là encore, plutôt que d'essayer de considérer ça comme un poste de coût, il fallait le considérer comme un producteur de santé et le réformer autour de cette notion-là. Et notamment avec 2 virages. Alors on nous a dit, ça fait beaucoup de virages, vous allez sortir de la route. Je me souviens d'une discussion au secrétariat général, puisqu'on avait proposé 4 virages. On nous a dit 4 virages, c'est peut-être beaucoup. Est-ce que vous ne pouvez pas réduire le nombre de virages? Donc on a laissé 2 virages, un virage préventif et un virage vers les soins primaires, une réorganisation vers les soins primaires, sur le modèle, vous l'aurez compris, du modèle suédois. Dernière chose qui nous semble très importante et sur laquelle j'aimerais vraiment insister et essayer de convaincre, c'est pour revenir sur la diapositive du World Economic Forum, c'est qu'en fait, une façon de changer, c'est de considérer la santé comme un capital. Et que si on considère que c'est un capital, alors on nous a dit capital, ça ne se fait pas, c'est pas très... Bon, pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autres mots. Si vous avez des idées, tout le monde est preneur. Mais en tous les cas, un capital, il faut investir pour le conserver. C'est ce qu'ont fait les Suédois notamment, puisqu'ils investissent comme nous, avec des résultats différents. Ils ont fait des choix différents. Et effectivement, on voit qu'il y a des résultats qui sont produits. Et maintenant, les choix ont été faits il y a une quinzaine d'années en Suède de cette organisation un peu différente de la nôtre. Je ne rentre pas dans le détail, mais cette approche de la santé comme quelque chose qu'il faut préserver, et il faut investir pour préserver un capital. Moi, je ne suis pas du tout financier, mais il y a des financiers et des gestionnaires bien plus avisés que moi dans cette salle qui savent qu'en fait, pour conserver un capital, il faut investir. À ce moment-là, ça veut dire qu'effectivement, il faut mettre de l'argent au bon endroit pour préserver la santé d'un pays. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est une fois qu'on a dit ça, comment fait-on? Comment on fait? Et on nous a demandé, pratiquement en même temps qu'on nous posait la question de la stratégie nationale de santé, c'est-à-dire que probablement certains connaissaient déjà ce qui allait sortir de la réflexion, on peut le voir comme ça. On nous a dit, mais est-ce que vous pourriez faire des propositions pour les offreurs de soins? Comment est-ce qu'on peut engager les offreurs de soins dans un virage, dans ce qu'on vous appelez le virage préventif? Et donc on a fait un rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est sorti à la rentrée, là,
que je vous invite à lire parce qu'il est tout à fait remarquable, bien évidemment, c'est le nôtre, où on a fait des propositions pour accompagner les établissements dans ce virage préventif qu'on a proposé. Alors, première chose qu'on a cherché, qui était déjà en filigrane dans un travail qu'on avait fait, je ne sais pas si vous l'aviez vu à l'époque, qui était groupement hospitalier de territoire et santé publique. On avait fait un rapport au Conseil là-dessus, où on se disait c'est quand même dommage de mettre en place des groupements hospitaliers de territoire et de ne pas réfléchir à l'impact sur la population de cette organisation. Et on avait fait un certain nombre de propositions dont on a appris récemment que certains les utilisaient, mais bon, c'était un ballon comme ça, un ballon d'essai. Et là, on a fait un certain nombre de propositions. Et en fait, si vous regardez les modèles d'organisation des systèmes de santé, le modèle de l'OMS, que je vous ai mis ici, que vous connaissez probablement, qui est un modèle de réorganisation du système de santé sur un certain nombre d'axes stratégiques, 5 axes stratégiques, en fait, peut s'appliquer à la fois aux pays en voie de développement et aux pays développés, et s'appliquerait assez facilement à la France, parce qu'on a tout ce qu'il faut. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous aurez comme ça la référence si ça vous intéresse, si vous ne le connaissez pas. Et voyez qu'en fait, il faut réorienter le modèle des soins si on veut effectivement changer la performance de notre système. Alors pour réorienter ce modèle des soins, qu'est-ce qu'il y a comme modèle existant? Et c'est quelque chose sur lequel on travaillait depuis un certain temps. Il nous a semblé que réintroduire la notion de responsabilité populationnelle des offreurs de soins, c'est-à-dire que dire aux offreurs de soins, vous n'êtes pas simplement responsable de la santé des malades, mais vous portez une part de responsabilité pour la santé de la population dans le territoire dans lequel vous êtes, était une piste extrêmement intéressante. Et que dès lors qu'on avait cette approche de la responsabilité populationnelle, dont vous savez que c'est quelque chose qui a été développé par les Canadiens lors de la réforme du système de santé canadien au début des années 2000, en fait, le principe de la responsabilité populationnelle, c'est d'intégrer complètement la prévention, le soin et le care, c'est-à-dire après la maladie, enfin les 3 temps qui sont dans notre pays complètement dissociés, c'est-à-dire qu'on a la prévention d'un côté, on a les soins de l'autre et on a le médico-social, 3e volet, qui parle très peu aux soins aussi. En fait, le modèle de la responsabilité populationnelle est l'intégration de ces 3 temps comme un continuum d'acteurs qui se mettent d'accord pour préserver la santé d'une population, en prévention dans un premier temps, en soins dans un deuxième temps et en care dans un troisième temps. Je vous ai mis ici la référence de Beverick dans Health Affairs, qui est le premier à avoir porté la notion de responsabilité populationnelle des structures de soins. Alors voilà les propositions. Je disais tout à l'heure, on a fait des propositions en disant qu'il faudrait confier aux offreurs de soins 8 missions pour développer la prévention chez eux, au sein des établissements. 1, le développement des pratiques, ce qu'on a appelé les pratiques cliniques préventives. Et ça, les médecins et les hospitaliers que vous êtes comprennent ce que c'est, parce qu'en fait, on sait ce que c'est. Et un certain nombre de services, d'ailleurs, font ça, ont déjà développé des pratiques cliniques préventives. Simplement, nous, toutes les auditions, on en a fait beaucoup, nous ont montré que ces pratiques cliniques préventives étaient complètement disséminées, tenaient souvent aux individus plutôt qu'aux structures. Et en fait, il y avait besoin si on voulait avancer, il fallait leur donner une lisibilité, confier des responsabilités et probablement avoir des guidelines de ces pratiques cliniques préventives. Ça tient donc à la prévention systématisée et personnalisée et aussi à l'orientation à l'adressage. Ça, c'est le premier temps qui nous semblait devoir être confié à tous les établissements de soins. Deuxième temps, c'est les intégrer dans la responsabilité populationnelle. Petit à petit, leur dire, voilà, et les groupements hospitaliers de territoire, en fait, s'y prêtent très bien. C'est probablement à ce niveau-là. Alors, on a eu beaucoup de discussions. La DGOS de l'époque, notamment, était très, très réticente quand on a commencé à travailler là-dessus, en disant, non, il ne faut pas parler de ça. Les groupements hospitaliers de territoire, c'est tout à fait autre chose.
et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en pratiquement un an, la notion de responsabilité populationnelle a fait beaucoup de progrès. D'ailleurs, la FHF travaille dessus. Il y a un petit groupe qui travaille dessus autour d'Antoine Malone et qui viendra, je crois que c'est samedi matin. Non, hein? Ah, il sera absent. Ah bon, d'accord. C'est dommage, mais en tous les cas, il y a un travail en cours sur la responsabilité populationnelle. Les Anglais travaillent beaucoup sur cette notion de responsabilité populationnelle et notamment d'intéressement collectif, c'est-à-dire d'intéresser tous les acteurs aux performances en termes d'indicateurs sur la population. Donc, responsabilité populationnelle, vous voyez ici le repérage, le relais d'événements nationaux, insister sur la politique partenariale avec les autres acteurs d'un territoire, et puis la promotion de la santé des professionnels, c'est-à-dire ces établissements promoteurs de santé qui ont pratiquement disparu en France et qu'on pourrait tout à fait réanimer, si je peux dire comme ça, et c'est la question qui nous avait été posée. Et puis bien sûr, pour les CHU notamment, ou les établissements gros CH et CHU, bien évidemment, toute leur science et leur expertise de la recherche interventionnelle et du suivi d'indicateurs et tout ce qu'on peut faire avec le PMSI et autres qui permet effectivement de nourrir cette évolution et cette prévention faite par les promoteurs, par les offreurs de soins. Alors pour terminer, et rassurez-vous, j'ai terminé, je vous ai mis un exemple. En fait, est-ce que ça se fait ailleurs? La question, c'est cette évolution qu'on propose aux offreurs de soins, est-ce que ça se fait ailleurs? Alors, n'en veuillez pas aux cancérologues que je n'ai pas renoncé à être, d'avoir pris un exemple de cancérologie. Je vous ai pris le MD Anderson. Pour tous les cancérologues, le MD Anderson, c'est une espèce de mec où on est tous allés apprendre ce que c'était que la cancérologie, etc. Et vous voyez que le MD Anderson a changé son logo et a barré cancer. C'est son logo officiel. Hein. Ils ont barré cancer sur le logo du MD Anderson Cancer Center. Ils l'ont barré d'un trait rouge. Et ils ont... Je vous ai mis ce qu'on lit sur le site du MD Anderson. Et quand on y va, on voit que ça fonctionne comme ça. Le MD Anderson a complètement intégré la responsabilité populationnelle et a complètement développé la prévention liée aux soins et liée à l'après-cancer qui est moins développée chez eux qu'en France. Et ils disent quoi en fait? Ils disent en fait il faut intégrer complètement la prévention, le contrôle des maladies et les soins. Et il faut que des établissements comme nous, et nous, ils disent, nous on s'engage à implémenter des interventions en population qui sont evidence-based. Le jour où on verra les uns et les autres qui plaidons pour ça, sur la première page d'un CHU, nous nous engageons à mettre en place des actions evidence-based dans la population. Alors là, on aura peut-être gagné la partie. On va voir si jamais ça se passe. Alors, je vous ai mis la première page du site du MD Anderson, et vous voyez que sur la première page, eh bien, en fait, c'est ce qu'on a proposé en termes de mission de prévention pour les établissements. C'est la première page. Il commence par prévention et dépistage sur le site du MD Anderson. Et puis après, vous avez simplement pour les médecins, pour la recherche, éducation training, etc. Et vous voyez qu'en termes de prévention, en fait, ils font de la prévention médicalisée, ils font du dépistage, ils font de la prévention des risques génétiques, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement ce qu'on a proposé est faisable. Moi, j'avais un petit doute. On a toujours un doute, vous savez, quand on réfléchit à quelque chose. Est-ce que c'est faisable ou pas? Alors, pour terminer, ce qu'on peut dire, c'est vrai que ce qu'on a vu dans Ma Santé 2022 n'est pas très encourageant, puisqu'en fait, le terme prévention n'est pas cité. Et Dieu sait si on a essayé d'intervenir jusqu'au dernier moment, mais bon, on n'a pas gagné. En tous les cas, si on veut vraiment prendre le virage préventif, moi, personnellement, j'ai la conviction qu'en fait, on n'a pas le choix. Ou alors, ça veut dire qu'on change de système de santé, mais c'est une conviction. Hein, je ne suis pas un expert économique, donc peut-être que d'autres ont d'autres positions. À ce moment-là, ça ne marchera que si on embarque tout le monde dans cette évolution, et notamment vous, les offreurs de soins. Ça me semble très, très important.
Ça suppose aussi que si on fait cette évolution, on développe la recherche et on développe des expérimentations pour voir ce qu'on peut proposer aux offreurs de soins. Et puis, peut-être qu'on verra le résultat. Et moi, le résultat que j'attends, c'est le jour où il y aura une direction de la prévention dans les établissements et notamment dans les CHU. Alors là, je me dis qu'on n'aura peut-être pas gagné la partie, mais en tous les cas, il y a une porte qui s'ouvrira. Je vous remercie.